Bonjour, soyez les bienvenus à ce replay d'un webinaire sur l'antifragilité qui a eu lieu début avril et qui a rassemblé une centaine de participants sur 4 sessions. Je vous propose de prendre un temps de réflexion sur cette question de l'antifragilité dans cette période de crise et de confinement qui est un petit peu particulière et qui frappe certainement dans la durée nos organisations. L'enjeu est de savoir comment dépasser d'une manière efficace pour nos organisations cette fragilité qui émerge avec ce choc que nous rencontrons et de voir de quelle manière nous pouvons rendre plus robuste, mais surtout plus adaptable ce que nous faisons au quotidien. Alors, en quelques mots, je voudrais d'abord présenter le CE Management dont je fais partie. Je suis associé au CE Management, qui était à l'origine un club de patrons créé en 1962 à peu près, et qui réfléchissait à deux questions: qu'est-ce qui fonctionne bien et pourquoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien et pourquoi? Dans le but de mettre en place une culture d'organisation qui favorise la possibilité à chacun de bien faire sa mission sans avoir besoin d'être un héros qui déploie une énergie considérable pour pouvoir être à la hauteur de sa mission. Nous sommes environ une cinquantaine de consultants, nous intervenons auprès de clients de toute taille et d'activité. À titre personnel, j'ai été enseignant en philosophie pendant 10 ans, dont 6 en université, directeur adjoint d'un établissement d'enseignement, puis manager dans une entreprise de services, gérant d'une PME, et je suis consultant, formateur et coach depuis 2001. Je suis membre du CE, associé depuis 6 ans, et je me suis bien sûr certifié à différents outils tout au long de mon parcours de consultant et de coach, et avec un certain nombre de clientèles, surtout dans la thématique d'améliorer le fonctionnement des organisations dans la fluctuation des situations et l'adaptation à l'évolution du marché et des enjeux de l'entreprise. Pour lancer cette réflexion autour de l'antifragilité, je voudrais faire référence très rapidement à l'extinction des dinosaures. Vous allez peut-être sembler ça un peu étrange, mais le parallèle est intéressant, car lorsque la météorite est arrivée sur le Yucatan, les gros spécimens de dinosaures ont disparu. Les petits vont rester, ce qui va donner les oiseaux, les reptiles. Et pendant ce temps-là, les mammifères qui étaient nocturnes vont avoir un comportement diurne et vont pouvoir petit à petit devenir des organismes qui s'adaptent et qui prennent la place dominante dans le monde. Alors c'est tout à fait intéressant parce que cet exemple nous montre que ce n'est pas parce qu'on est robuste comme un Tyrannosaurus rex que l'on est capable de résister aux chocs imprévus, mais c'est la petitesse et l'adaptabilité de l'organisme qui permet de perdurer et de trouver les ressources pour continuer à vivre. Et c'est une image qui est très intéressante pour nous lancer dans la réflexion autour de l'antifragilité, que je voudrais définir en quelques mots avant de commencer à approfondir cette thématique. L'antifragile renvoie à Nassim Taleb, qui a écrit 2 livres passionnants dont je vous recommande la lecture, Le Cygne noir et puis Antifragile, les bienfaits du désordre. Et ces ouvrages nous révèlent que dans un monde VICA, vous connaissez certainement l'expression, et j'insiste beaucoup sur la dimension incertaine, puisque nous ne savons pas trop quand nous allons sortir de cette crise, eh bien, différentes organisations sont possibles dans un monde comme celui-là. Vous avez les organisations qui sont fragiles, qui sont dominées par la peur de la casse, la recherche d'une protection, un peu comme quand on recherche des boîtes à œufs pour protéger les œufs afin qu'ils ne cassent pas. Mais finalement, les œufs, tôt ou tard, sont destinés en fait à être cassés. La fragilité porte en elle le fait d'être cassés, et vouloir les protéger à tout prix ne va pas les empêcher de casser. Vous avez les organisations robustes, un peu comme le château fort de la presqu'île de Rhuys à Soussigno, où face à l'évolution du temps, on a tendance à renforcer les défenses, à repousser les assauts, mais cela génère de l'obsolescence, puisque un château fort, à l'heure actuelle, se visite, il est magnifique, mais il est complètement en dehors de sa vocation d'origine. Vous avez des organisations qui sont résilientes, qui nécessitent, qui ont une capacité d'accueil, de fléchissement, d'adaptation, comme le roseau devant la tempête, qui ploie, qui ne rompt pas, qui ploie, mais une fois que la tempête est terminée, en fait, il n'y a pas eu de transformation. Il y a eu une adaptation au milieu, mais il n'y a pas eu de transformation profonde. L'antifragilité, elle, renvoie à la transformation des organisations.
où le risque et l'incertitude, le choc qui nous tombe dessus est une opportunité pour trouver des ressources d'auto-adaptation et de renforcement. Et même, c'est de l'information qui vient du choc que se trouve l'information qui permet de se ressourcer, de se régénérer et de se transformer de l'intérieur, un peu comme l'ADN ou bien le muscle qui connaît des chocs assez importants avec la répétition des efforts, mais qui trouve, grâce à la répétition de ces efforts, eh bien, de quoi se développer et grandir. Alors, je vais vous proposer un moment de réflexion personnelle en faisant au début de ce webinaire, en replay, un temps de réflexion. Alors, qu'est-ce que cette crise révèle comme fragilité dans vos organisations? Qu'est-ce qu'elle révèle profondément? Vous voyez? Alors, je vous propose de faire une pause sur de ce film et de faire la liste de tout ce que cette crise révèle comme fragilité. Alors, être antifragile consiste à s'améliorer suite à un choc. Vous voyez, c'est ça la chose fondamentale. Un des points très importants de l'antifragilité, c'est que le choc n'est pas un ennemi, le choc est une opportunité qui permet de s'améliorer, qui permet de se transformer. Et quand on regarde, nous avons beaucoup de systèmes antifragiles dans notre quotidien. Le système biologique, le système immunitaire lui-même est une organisation antifragile puisque confronté à une maladie, à un virus, eh bien, l'organisme trouve de quoi se renforcer et lutter contre la maladie. Dans les organisations sociales aussi, quand il y a un choc dans une organisation sociale, quand il y a une crise de société, eh bien, elle se renouvelle profondément. Par exemple, la société d'après la Deuxième Guerre mondiale ou après 1968, à chaque fois qu'il y a un choc social, eh bien, on s'organise d'une manière vraiment différente. Les institutions judiciaires aussi. Devant l'émergence, par exemple, du terrorisme, eh bien, devant ce choc, eh bien, le système judiciaire se renouvelle pour trouver d'autres parades. Les systèmes économiques, alors, avec un contre-exemple en 2008, où avec la crise des subprimes, c'est bien au contraire, le système boursier ne s'est pas renouvelé, n'a pas changé. On a essayé de le rendre robuste, mais il n'y a pas eu de renouvellement et de transformation. Et puis bien sûr, une théorie scientifique, elle se réinvente, elle se renouvelle avec des nouvelles découvertes. Ou bien l'urbanisme, quand il y a un choc, quand il y a une tempête sur le littoral vendéen, par exemple, avec la tempête Xynthia, ça renouvelle évidemment les règles de l'urbanisme. Alors des chocs, vous en avez beaucoup. Les chocs, ça peut être des expositions au stress qui viennent d'une violence physique, de l'obligation d'évoluer dans l'incertitude, la part de hasard et de risque, le désordre. Mais il y a un choc particulier que Nassim Taleb appelle le signe noir. Normalement, un signe, c'est blanc. Tout le monde s'attend à ce qu'il soit blanc. Et quand il y a un signe noir qui arrive, il y a un effet de sidération, en fait. Tout le monde est choqué en voyant arriver ce signe noir. Eh bien, un signe noir, c'est un événement important, rare, imprévisible, saisissant, évidemment comme la crise du Covid-19, mais comme par exemple les attentats à Paris, surtout autour du Bataclan. Nous reviendrons sur cet exemple un petit peu plus tard. Eh bien, dans ce cas-là, vous voyez, un signe noir nous tombe dessus et nous saisit et révèle des choses tout à fait fondamentales. Pour gérer les signes noirs, il faut savoir gérer les chocs, vous voyez, les chocs du quotidien, voir la manière dont nous nous saisissons des chocs de notre quotidien pour voir comment évoluer, changer et nous adapter. Alors, je vous propose un temps de réflexion personnelle en faisant pause à ce film, le temps de répondre à ces questions. Outre ce signe noir à l'heure actuelle du Covid-19, quels sont les chocs principaux qui affectent votre organisation et quelles fragilités révèlent-ils? Voilà, donc quelques instants, faites pause. Puis quand vous avez réfléchi à ces deux questions, reprenez le cours de cette vidéo. Alors oui, les chocs révèlent les fragilités et les fragilités sont profondément utiles pour grandir et pour nous fortifier. Nous avons besoin des fragilités pour pouvoir grandir. C'est une leçon très très forte d'une crise, d'un signe noir. Voyez,
Vouloir préserver ces fragilités de tout danger est complètement illusoire, c'est dangereux. Et quand on est parent, par exemple, on a tendance à vouloir protéger les enfants de tous les chocs, mais en fait, ce n'est pas forcément les aider de faire cela. Ils ont besoin d'apprendre à les vivre d'eux-mêmes et à se fortifier d'eux-mêmes. Mettre en place trop de protection peut produire l'effet inverse. Quand on protège trop une société, quand on protège trop un individu, eh bien, à force, il se met dans une incapacité de gérer l'imprévu, de gérer les choses terribles qui nous viennent. Et puis de même, en période de stabilité, les organisations ont beaucoup de mal par rapport à leur capacité de résistance. Ils ont beaucoup de mal en fait parce qu'il y a une adaptation progressive aux fragilités. On se dit, bah, tant qu'il n'y a pas de problème, on continue. C'est un peu comme, vous savez, la navette Columbia qui s'était désintégrée en rentrant dans l'atmosphère à cause d'une fragilisation qu'il y avait eu des briques de protection de la chaleur sur le devant et le dessous des ailes. En fait, depuis le premier décollage des navettes, tout le monde avait remarqué, les techniciens, les ingénieurs avaient remarqué que des pièces du réservoir ou des boosters tombaient sur la navette et abîmaient ces briques de protection. Mais pour le moment, eh bien, ça n'avait pas eu d'impact parce que c'était plutôt les briques sur le dessus de la navette qui étaient abîmées. Et puis là, eh bien, ce sont des briques par-dessous qui ont été abîmées et qui a occasionné ce drame. Tant que tout va bien, on se dit qu'on n'a pas besoin de s'attaquer aux fragilités. Alors qu'en fait, une fragilité, elle est identifiable et on peut la solutionner d'une manière durable. Un choc, en fait, c'est compliqué de faire l'inventaire de tous les chocs. C'est extrêmement compliqué. Dans la gestion des risques, malheureusement, nous sommes trop focalisés sur l'inventaire de tous les chocs et les risques possibles plutôt que de regarder les fragilités intrinsèques des organisations. En fait, rechercher l'inventaire exhaustif des chocs est complètement illusoire. On n'en a jamais terminé. Et quelque part, vous voyez, il y a des tas de choses que l'on ne peut pas prévoir. Il y a des tas de choses qui sont complètement imprévisibles. Et si on est simplement dans une logique de se protéger des chocs, ça n'ira pas. Il faut plutôt être dans le regard sur les fragilités. Alors, de quelle manière? Nous allons le voir progressivement. Les pièges face aux fragilités, c'est soit de les protéger de l'extérieur, de faire des boîtes à œufs, vous voyez, même si pour un temps, cela peut être intéressant. Dans les premiers moments du confinement, évidemment, il a fallu inventer des boîtes à œufs pour éviter la casse sociale, la casse des entreprises, et heureusement. Mais si on continue comme ça pendant des mois, ce qui est peut-être un risque, eh bien, cela ne va pas suffire. Il va falloir trouver d'autres manières de s'organiser et de travailler pour assurer la pérennité de nos organisations et de nos activités. Alors, les chocs révèlent la fragilité des organisations, mais révèlent aussi des différentes typologies dans la manière de gérer. Nous ne sommes pas tous logés à même enseigne. Nassim Taleb propose une typologie très simple qui a une certaine limite, mais qui est néanmoins intéressante pour ouvrir le débat. C'est la différence entre le touriste et le flâneur. Alors, le touriste, il aime bien prévoir à l'avance tout son parcours. En tout cas, certains touristes dans les tours opérateurs, dans l'organisation, prévoir tout ce qui va se passer dans le pays. Et là, le problème, c'est que quand il y a un déséquilibre, quelque chose qui ne va pas, eh bien, il est confronté à sa fragilité, il a beaucoup de mal. Pour Nassim Taleb, le flâneur, lui, il n'a pas de plan prévu à l'avance. Il compte sur le quotidien, sur les informations acquises au quotidien, et il est capable de réviser son plan à chaque étape. Vous voyez. Donc en fait, deux typologies, deux types de personnalités. Les personnes qui aiment bien tout prévoir, et le risque, c'est d'être complètement déstabilisé par quelque chose d'imprévu. Et puis les autres qui sont davantage à l'affût de l'imprévu pour pouvoir améliorer leur mode de fonctionnement. Alors, je vous propose un moment de réflexion personnelle, comme tout à l'heure, en faisant une pause pour répondre à ces questions. À votre avis, est-ce que vous êtes plutôt touriste ou est-ce que vous êtes plutôt flâneur? Quelle est la part touriste et quelle est la part flâneur chez vous? Ou alors, vu d'une autre manière, êtes-vous vertébré ou invertébré en fonction des cas? Donc, l'invertébré, il a une carapace comme les scarabées qui protège des chocs, mais s'il y a une fêlure sur la carapace, il a tendance à mourir. Tandis que le vertébré, il est solide de l'intérieur, il est capable de répondre aux blessures, de cicatriser les blessures, voire même de survivre à la perte d'un ou de plusieurs membres. Voilà.
Donc, quelques instants de réflexion et puis reprenez la vidéo quand vous êtes prêt. Alors, comment devenir antifragile? Pour le moment, nous avons vu que les chocs révèlent deux choses. C'est la fragilité des organisations et puis la personnalité. Est-ce que nous sommes vertébrés ou invertébrés? Est-ce que nous sommes plutôt touristes ou bien plutôt flâneurs? Alors, comment faire pour devenir antifragile? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais axer mon propos sur deux pistes. D'abord, des conseils un peu généraux et puis ensuite un outil concret, pratique, très précis pour pouvoir réfléchir à la manière de changer nos fragilités en force antifragile. Alors, une première chose, c'est de se centrer sur les faits, de mettre entre parenthèses nos certitudes, nos croyances, nos visions, nos théories, en particulier par rapport à la vie économique. Par exemple, c'est vrai que cette crise met à mal un certain nombre de nos croyances concernant, par exemple, eh bien, la mondialisation, les échanges, les sources d'approvisionnement, les voyages, etc. Donc, centrons-nous sur les faits et non pas sur les théories. Les faits sont têtus et ce n'est pas la théorie qui compte, mais véritablement les faits. D'éliminer ce que vous savez être faux, ce que Nassim Taleb appelle la via negativa, c'est-à-dire que en période de crise et de bouleversement, c'est parfois compliqué de savoir ce qui est vrai, mais c'est plus facile de savoir ce qui est faux. Et donc d'éliminer tout ce que nous savons être faux. Par exemple, comme un de mes clients m'avait dit il n'y a pas longtemps, ils étaient persuadés avant cette crise que leur serveur informatique était suffisant. Et puis, bah, évidemment, avec le nombre de personnes qui travaillent en télétravail, ils se sont rendus compte que ce n'était pas vrai. Donc, notre serveur n'est pas à la hauteur. Voilà, donc ça on sait. Alors maintenant, quelle est la vérité? Qu'est-ce qu'on doit faire sur le serveur? C'est autre chose. Mais au moins, on sait que le serveur, il faut le changer. Et donc, c'est important de savoir pointer du doigt ce que nous savons être faux grâce au choc. De regarder les leçons du passé également. Vous voyez, par exemple, sur une crise comme nous la vivons, c'est important de savoir ce qui s'est passé, par exemple, au moment de la grippe espagnole. On sait très bien qu'il n'y a pas eu simplement une vague, il y en a eu trois. Et la deuxième a été encore plus dure que la première. Donc, ça veut dire que dans la gestion de cette crise du temps présent, c'est important de voir un peu ce qui s'est réalisé dans le passé pour pouvoir trouver la meilleure solution possible. L'antifragilité, ça ne se fait pas aux dépens des autres non plus. On n'écrase pas les autres, vous voyez. L'enjeu, c'est de le faire ensemble. Parce que sinon, s'il y a certaines personnes ou certaines organisations ou certaines parties de l'organisation qui évoluent dans un sens, ça risque de fragiliser d'autres parties. Donc ça se fait d'une manière globale, par exemple, dans une entreprise. Il y a aussi autre chose, c'est il ne faut pas avoir peur de tester. Hein. L'erreur permet d'être meilleur à condition d'être dans une boucle de décision qui soit courte. En effet, quand on choisit une solution dont on ne verra le résultat que d'ici 3 ou 4 mois, ce n'est pas possible dans un temps de crise. Il faut pouvoir vérifier assez rapidement dans les 2-3 jours si ça commence à avoir de l'effet, parce que sinon ça génère de la frustration, voire de l'insécurité dans les équipes. Vous voyez. Ils ont besoin de voir si on va dans le bon sens, si cette micro-décision avec une boucle courte permet d'aller dans le bon sens et d'améliorer la situation. Et puis de garder les options ouvertes. Vous savez, quelquefois, quand on est dans l'élaboration d'une solution face à un problème, on a une liste d'options, on en choisit une avec une méthode que l'on choisit, et on a tendance à refermer toutes les autres options en disant on va aller dans cette direction-là. Oui, mais en même temps, nous sommes dans un milieu qui est tellement fluctuant qu'il faut continuer à avoir peut-être une ou deux personnes de l'équipe qui continuent à travailler les autres options pour voir si l'option principale ne fonctionne pas. De privilégier aussi les petites structures adaptables, comme les petits mammifères, vous voyez, de l'extinction des dinosaures. Alors évidemment, dans un grand groupe, c'est compliqué, mais de privilégier plutôt des petites équipes qui sont capables de s'adapter et qu'un grand groupe soit plutôt une cohésion de petites équipes en mode agile qui soient capables de s'adapter assez rapidement lorsqu'il y a une autre solution pour tester, aller vite, etc. Et puis, ne prenez pas de conseil de quelqu'un qui n'a pas de cicatrice. Voilà. Ça, c'est vrai que si quelqu'un vient vous dire « je vais vous apprendre la vie et je vais vous apprendre comment passer cette crise », eh bien, c'est compliqué s'il n'a pas de cicatrice et il ne peut pas témoigner des passages compliqués qu'il a pu passer pour pouvoir évoluer. Alors, un point de méthode plus concret.
résumé des épisodes précédents, le choc révèle deux réalités. Donc la fragilité de l'organisation, le tempérament touriste et flâneur. Voilà. Alors devenir antifragile, c'est de savoir vraiment se focaliser sur la fragilité. Voilà. Le choc a révélé un certain nombre de fragilités de nos organisations, et l'enjeu, c'est d'analyser les fragilités. Donc faites la liste de toutes les fragilités que le choc de cette crise révèle dans votre organisation. Et puis ensuite, sur chacune des fragilités, vous donnez une note de 1 à 5 sur ces 4 éléments et vous les multipliez ensemble. Donc la gravité objective, la fréquence hein, de cette problématique, de cette fragilité. Le couple gravité-fréquence ici est une constante, en tout cas c'est un outil qui est très utilisé dans la gestion de projet par exemple. Et moi je vous propose de rajouter deux choses. La problématique de la non-détectabilité de la fragilité et de la sous-estimation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cette fragilité-là n'a pas été détectée et qu'est-ce qui fait qu'elle a été sous-estimée? Et lorsque vous utilisez une fragilité, par exemple, vous en avez une, gravité 5, vraiment très forte, mais peu fréquente, avec moyennement détectable et moyennement sous-estimée, vous multipliez pour tout ça, vous arrivez à 90. Et puis quelquefois, vous avez des fragilités qui ont l'air d'être moins graves objectivement, mais qui sont très fréquentes, impossibles à détecter et qu'on a eu tendance à sous-estimer. Et là, on arrive à un indice 128, vous voyez. Et là, l'enjeu, ça va être vraiment de se focaliser sur ce qu'il y a sur le 128 et non pas sur le 90. Et en particulier, en étant très très fort et très puissant dans l'analyse sur non-détectabilité et sous-estimation. Alors pour illustrer ce propos, je voudrais parler du signe noir du Bataclan, dont j'ai fait une référence au début de ce webinaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque les terroristes sont rentrés dans le Bataclan, dans les minutes qui ont suivi, devant le Bataclan dans la rue, il y avait deux équipes des forces de l'ordre qui étaient présentes. Vous aviez un commissaire de la BAC, brigade anticriminalité, avec un de ses collaborateurs, armé d'armes de poing, et puis une section vous savez, du dispositif Sentinelle de l'armée. Donc c'était des militaires qui étaient armés avec des armes de guerre, avec des fusils d'assaut, des FAMAS, et qui étaient là, qui étaient présents. Sauf que, à l'époque, l'armée n'avait pas le droit d'engager le feu, sauf si ça ne venait pas d'un ordre direct venant du préfet. Et donc, là, dans les premières minutes, il y avait une porte d'entrée, une possibilité d'intervention immédiate. Et le commissaire a dit aux militaires, mais allez-y, intervenez, rentrez et tirez. Et l'armée n'avait pas le droit. Prêtez-nous vos armes. Et l'armée n'avait pas le droit. Le commissaire a fini par rentrer tout seul et il a réussi à neutraliser un des terroristes. Si la patrouille de l'armée était rentrée, eh bien, peut-être que le sort des gens dans le Bataclan aurait beaucoup changé. Vous voyez. Alors, évidemment, là, il y a eu une problématique, c'est que dans le dispositif Sentinelle, on avait anticipé des chocs possibles, sauf celui-là, sauf la possibilité qu'il y ait des équipes de terroristes lourdement armées qui mitraillent partout dans Paris. Et donc, cette fragilité avait été complètement sous-estimée. La fragilité de l'organisation, c'est-à-dire que l'armée n'a pas le droit de tirer, avait été complètement sous-estimée. Et heureusement, les choses ont changé et depuis, l'armée a la possibilité d'ouvrir le feu en cas de situation, ce qu'elle a déjà fait sur le territoire national. Ils ont déjà neutralisé des terroristes à diverses reprises. Oui. Alors, ce qui veut dire qu'il faut mieux laisser de côté la prévision des chocs pour se focaliser sur l'analyse des fragilités et de voir pourquoi elles n'ont été pas détectées et sous-estimées. Donc, quand je vous ai demandé de faire la liste des fragilités que le choc de cette crise ont révélées, c'était extrêmement important pour le pas d'après de la réflexion que je vous propose. C'est dans la liste des fragilités, dont vous avez fait la liste là auparavant, laquelle aviez-vous sous-estimé? Laquelle n'avait pas été détectée ou pas suffisamment? Et laquelle avait été sous-estimée et pour quelle raison? Vous voyez? Et puis, comment vous allez vous y prendre pour la rendre antifragile? Alors, les raisons pour lesquelles on sous-estime une fragilité,
elles peuvent venir des biais cognitifs ou des biais de l'action. Ça peut être par exemple, j'ai un client comme ça dont le patron avait complètement sous-estimé la problématique de l'accès à l'informatique de ses équipes parce qu'il déteste l'informatique, il ne s'y intéresse pas. Et donc, à partir du moment où le patron avait dit, bah, écoutez, l'informatique, ce n'est pas un problème, on avait sous-estimé la faille possible, etc. Donc, il y a plein de raisons. Ça peut être le positionnement hiérarchique, ça peut être le dernier qui a parlé, ça peut être le moment où on en a parlé, ça peut être les croyances des gens. On a tendance à sous-estimer. Donc, prenez quelques instants de réflexion pour voir un petit peu comment vous pouvez faire pour analyser vos fragilités, voir pourquoi vous les avez sous-estimées et comment faire pour aller plus loin et les transformer. Et donc, faites une petite pause, si vous le souhaitez, avant de reprendre la fin du film. Alors, le pas d'après, si vous avez envie d'être dans une courbe de l'antifragilité pour éviter vraiment des dommages dans vos organisations, dans vos entreprises, si ces réflexions vous ont suivi, vous suffit, je vous souhaite le meilleur. Par contre, si vous avez besoin d'aide, voilà quelques formules qui vous sont possibles. Vous pouvez me contacter avec l'adresse mail qui se trouve dans le commentaire de cette vidéo. J'organise des formations de deux demi-journées par groupe de 12 personnes sur la méthodologie de l'antifragilité dans les organisations qui peuvent être tout à fait prises financièrement par un fonds de formation puisque voilà, je suis data-docké, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais mettre en place aussi des groupes de co-développement de 6 à 8 personnes. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Je ferai une vidéo prochainement très courte pour expliquer ce que c'est que la méthode du co-développement et vous pourrez y avoir accès par le biais de ma chaîne YouTube. Et puis, pour discerner entre touristes et flâneurs, bien, formation à l'énéagramme, ça c'est un outil qui est très intéressant, qui est tout à fait passionnant. Je suis spécialiste de cette méthode. J'anime des stages depuis 2002. J'ai écrit un ouvrage sur cette thématique. Et c'est un outil qui est tout à fait intéressant pour mieux connaître nos personnalités et voir comment nous pouvons discerner entre la partie flâneur et la partie touriste de nous-mêmes. Voilà, nous arrivons au bout de ce replay de ce webinaire. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je suis à votre disposition, donc si vous souhaitez me contacter, mon adresse mail se trouve dans le commentaire de cette vidéo. J'espère en tout cas que tout se passe pour le mieux possible en fonction des circonstances dans vos organisations. J'espère que vos familles ne sont pas douloureusement marquées par cette maladie et je vous souhaite le meilleur pour la suite de cette crise et la sortie de cette crise pour vos organisations et vous-même. Voilà, j'espère à bientôt.